Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est dans ta tête. Aujourd'hui, je rencontre Mélanie Levasseur, professeure à l'Université de Sherbrooke, qui nous parle de participation sociale chez les personnes âgées. On va parler de c'est quoi, en quoi ça diffère d'une activité de loisir normale, puis de comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser la participation sociale des personnes âgées. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite du balado. Bonne écoute! Donc, Bon, ben, parfait. merci, Mélanie, d'être là avec nous, d'avoir accepté l'invitation de participer au balado C'est dans ta tête. Avant qu'on entre dans le sujet de la participation sociale, principalement chez les personnes aînées, j'aimerais ça savoir justement quel est votre parcours au niveau justement universitaire, études, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes intéressé à la participation sociale? Ben, j'ai commencé à m'intéresser plus spécifiquement à la participation sociale lors de mes études graduées. Donc, lors de ma maîtrise et mon doctorat en recherche en sciences de la santé, j'ai regardé au niveau de l'environnement, de la qualité de vie, de la participation sociale et de l'environnement des personnes aînées avec et sans incapacité. Dans le fond, qu'est-ce qui influençait leur qualité de vie au niveau de la participation sociale, de l'environnement, puis est-ce que ça différait pour les gens qui ont des incapacités versus des gens qui ont des capacités de bonne capacité finalement. Donc ça a été ma première fois où je me suis intéressée à la participation sociale, mais sous l'angle de qu'est-ce qui influence la qualité de vie. Par la suite, dans mes études postdoctorales, j'ai regardé euh, comment l'environnement de quartier influençait la participation sociale d'une perspective plus épidémiologique. Donc, je suis partie des recherches cliniques à un domaine plus de santé publique, de promotion de la santé pour voir si les ressources, notamment dans l'environnement de quartier, allaient influencer différemment la participation sociale des hommes et des femmes, des gens qui ont des incapacités et qui n'en ont pas. Donc, et par la suite, mon programme de recherche comme professeur là, à l'Université de Sherbrooke, ben, s'intéresse à développer un continuum d'intervention pour favoriser la participation sociale des personnes aînées. Donc, voilà, c'est un peu le parcours, comment ça a évolué. Et ce qui est amusant de savoir, c'est que ma directrice de maîtrise doctorat étudiait davantage la mesure, les besoins de participation sociale. Puis quand moi, je suis arrivée avec une dimension plus intervention, ben, les cliniciens avec qui je travaillais étaient très enthousiastes et attendaient enfin des études plus d'intervention, là. Donc, c'était chouette là, d'arriver avec un terrain préparé, de bonnes mesures, une belle documentation des besoins, etc. Ah, c'est Donc, super, voilà. oui. Puis, dans le fond, là, c'est ça, tu sais, on a parlé de participation sociale, là, vous êtes vraiment calé là-dedans. J'aimerais ça savoir, d'une part, là, comment est-ce que vous définiriez c'est quoi la participation sociale? Tu sais, chez les personnes Ben, âgées, mais aussi, tu sais, tout le monde, mais particulièrement chez les personnes âgées. Ça donne bien parce on a recensé plusieurs définitions de la participation sociale, puis en plus, on a retravaillé ces définitions-là avec la perspective des personnes aînées elles-mêmes. Donc, quand Mm. on parle de participation sociale, la majorité des études ou des définitions originales de ce concept-là mise sur l'implication de la personne dans des activités qui vont lui procurer des interactions avec les autres. OK. Donc, par exemple, ça a souvent lieu dans la vie communautaire ou dans la communauté, dans des milieux partagés, évidemment. Puis, ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que ça va évoluer dans le temps, puis ça va être selon à la fois les intérêts de la personne, les ressources, à la fois ses ressources personnelles, donc on parlait d'incapacité tantôt, ben, dépendant des capacités des gens, mais aussi les ressources de son environnement. C'est quoi l'offre de participation sociale qu'il y a dans l'environnement? Puis aussi, ben, puis qui va différer si on reste en ruralité, par exemple, ou en centre métropolitain. Ça va aussi fluctuer en fonction des sociétés. Donc, il y a des sociétés
qui ont une participation sociale peut-être un peu plus traditionnelle, religieuse, des sociétés comme au Québec, malheureusement, où cet aspect-là a été un peu évacué. Puis ça va différer aussi selon le moment de la vie. Donc, si on a des enfants, si on est un proche aidant, si on a des responsabilités qui nous empêchent de participer socialement, ça va influencer notre participation sociale. Donc, le temps qu'on a de disponible, mais aussi ce qui est considéré comme porteur de sens ou ce qui est signifiant pour une personne Mm. va influencer la participation sociale. Dans le fond, c'est différent d'une personne à une autre, de ce que j'en comprends. Oui, C'est propre puis à chacun, là. c'est propre à chacun, puis je fais souvent l'analogie avec les activités de loisirs ou les activités sportives. Si je dis aux gens, ben, il faut faire 30 minutes, on sait que selon les normes de santé ou les saines habitudes de vie, il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour. Puis cette 30 minutes-là peut être décomposée en des blocs de quelques minutes, 10 minutes, plusieurs Mhm. blocs ou un seul bloc. Mais si je dis aux gens, ben, à partir de maintenant, ça va être du jogging. Vous allez faire votre 30 minutes d'activité physique en faisant que du jogging. Ben, il y a certaines personnes qui vont me dire, ben, moi, c'est pas intéressant. Moi, j'aime pas faire du jogging. Je veux pas faire ça. Mhm. Donc, c'est de trouver l'activité physique qui est la plus porteuse de sens, qu'on aime. Pour une personne, ça peut être de faire de la natation. Pour une autre personne, ça peut être de faire de la randonnée, etc. Ben, c'est la même chose pour la participation sociale. Il y a des gens qui vont militer pour les droits des aînés, qui vont s'engager au plan politique, au plan de leur communauté. Puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus de recevoir de la famille, des amis à la maison, de participer à certaines activités de loisirs dans la communauté. Donc, ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre. Ouais. Puis là, on a fait le lien avec les loisirs. Mais justement, ce que je me demandais, c'est en quoi ça se différencie d'un simple loisir, là, tu sais, comme quelque chose qu'on fait pour le plaisir, comme on a parlé de jogging, mais ça peut être le jardinage, peu importe. En quoi la participation sociale, ça se différencie de ça? Bien, souvent, il y a certaines activités de loisirs qui peuvent être réalisées seules, voire même qui sont des activités solitaires, comme faire des mots croisés, qui peuvent être faites seules, la lecture, mais qui peuvent aussi se transformer en activités de participation sociale si OK. on lit un livre puis on échange avec une autre personne sur le dit livre, ben là, ça prend une toute autre dimension. Donc, dépendant des activités, même on peut jouer à certains mots croisés à plus d'une personne. Donc, Mhm. dépendant de comment on va la réaliser, cette activité-là, ben, il va y avoir une interaction ou pas entre les personnes. Puis c'est là que c'est le cœur de la participation sociale, là. Il faut qu'il y ait une interaction entre un ou plusieurs individus. Puis souvent, cette interaction-là, elle peut avoir un objectif, on peut avoir un but commun, donc de réaliser un document qui, par exemple, décrit qu'est-ce que qui fait un portrait de la participation sociale des aînés au Québec. Donc, on pourrait travailler toutes les deux ensemble pour rédiger un tel document. Bien là, il y aurait comme un but à notre activité où on pourrait être juste ensemble à faire une activité sociale de loisir qui, là, nous permettrait, il n'y aurait pas nécessairement un but ou quelque chose à accomplir à la fin, mais dépendant de ce qu'on vise, là, ça peut avoir des finalités différentes, comme aider les autres ou contribuer à la société. Donc, dépendant de l'activité, ben, ça ne sera pas la même finalité, puis ça ne sera pas le même niveau d'interaction aussi. Des fois, on fait une activité de participation sociale, puis on est ben, en interaction plus modérée avec les gens. Puis des fois, on est en interaction plus proximale ou voire même intime avec les gens lorsqu'on fait des activités de participation sociale. Super. Si moi, là, mettons, bon, je vieillis, etc., puis je suis une personne âgée, comment est-ce que je peux faire un premier pas justement pour participer activement à la communauté? Parce que souvent, ce qu'on va dire, c'est que bon, les personnes âgées sont comme la mémoire de notre société ou quoi que ce soit, mais comment est-ce que je peux faire un pas de plus, là? Moi, je me dis, je veux m'engager vraiment activement. Ça pourrait être quoi mon premier pas? Bien, une des premières choses, c'est se dire que, il faut oser participer. La pire chose qui peut arriver, c'est qu'on n'aime pas l'activité puis qu'on décide de l'abandonner. Fait que c'est pas très terrible
comme chose qui arrive. Donc, l'idée derrière ça, c'est de vraiment faire une réflexion sur quelles sont les activités sociales et de loisirs qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'on a déjà aimé dans le passé, qu'on a arrêté de faire pour X, Y raison. Est-ce que ces activités-là peuvent être reprises? Est-ce que on peut les faire en adaptant certains aspects, par exemple en utilisant, en marchant moins, si on joue, si c'était de jouer au golf avec des amis, par exemple, ben, d'utiliser maintenant une voiturette là, pour faire le terrain de golf, etc. Donc, est-ce que cette activité-là, elle peut être faite selon nos capacités encore? Mhm. Puis des fois, il y a des ergothérapeutes aussi qui peuvent aider à adapter les activités là, si on a de la difficulté à le faire soi-même. Et le secret, c'est vraiment de se fixer des objectifs réalistes, mesurables, atteignables. Donc, par exemple, si c'est d'aller marcher avec quelqu'un du voisinage, ben, ça peut être de se dire, ben, je vais y aller au moins 2 fois par semaine, 30 minutes, à telle heure, avec telle personne. Donc, de le concrétiser, puis de voir c'est quoi les barrières qu'on a, puis d'essayer de limiter ces barrières-là. Si c'est, bon, on est gêné de demander à telle personne, ben, ça peut être peut-être de joindre un club de marche à ce moment-là qui Mhm. serait dans le quartier déjà. Donc, on n'aurait pas à solliciter une personne pour y aller spécifiquement. Donc, c'est de faire un peu un inventaire de quelles sont nos barrières à réaliser cette activité-là, puis comment on peut le mettre à notre agenda finalement. Super. Mais tu sais, là, on parle de participation sociale pour les aînés, mais tu sais, globalement, là, on en a parlé un peu, c'est tellement important pour une bonne santé mentale, la participation sociale, tu sais. Mais pourquoi c'est encore plus important quand on est une personne âgée? Ben, c'est parce que c'est un facteur protecteur de l'isolement et de la solitude. Mhm. Puis, quand on avance en âge, ben, on est plus à risque d'isolement et de solitude quand on est une femme, quand on est issu d'une ethnicité, euh, quand on vit seul, quand on est veuf ou divorcé. Donc, avec l'avancée en âge aussi, il y a plus de personnes qui vivent seules ou qui sont veuves. Lorsqu'on a de faibles revenus aussi, donc s'il y a des défis supplémentaires, on sait que Ouais. en vieillissant, des fois, les revenus diminuent. Le fait aussi d'avoir des problèmes de santé peut être un frein à la participation sociale. Donc, puis le réseau aussi social d'une personne qui va s'effriter naturellement en vieillissant parce que notre réseau, ben, il y a des personnes qui décèdent, à la fois dans notre famille, mais aussi dans nos amis. Il y a des personnes qui vont déménager en résidence, par exemple, Mhm. donc qui vont quitter le quartier. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que c'est des facteurs qui vont augmenter le risque de solitude et d'isolement. Puis ça, c'est bien documenté que la solitude et l'isolement, ça a des effets délétères sur la santé, le bien-être, les symptômes dépressifs, mais aussi tout ce qui est maladie chronique. Donc, au niveau de la prévention des maladies chroniques aussi, ça va avoir une influence importante. Donc, il y a des études qui ont montré que même le risque de mortalité est 2 fois plus grand chez les personnes isolées puis pas intégrées dans leur communauté, dans leur réseau. Donc, c'est pas anodin comme élément, comme importance, là. Mhm. Puis, Ben ben, non. quand on arrive en avançant en âge, ben, souvent, on prend notre retraite. Donc, on se coupe d'un certain milieu où il y avait des nouvelles personnes qu'on rencontrait, des interactions à tous les jours, etc. Fait que Mhm. pour certaines personnes, ça peut être, tu sais, souvent, on rencontre des gens à l'épicerie ou dans des commerces, etc. Puis on est relativement pressé. Puis quand on est des travailleurs avec une famille ou un proche aidant, ben, puis là, on interagit peut-être rapidement, un peu trop rapidement avec certaines Ouais. personnes, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est peut-être la seule interaction que ces gens-là ont eue dans leur journée. Fait que c'est énorme, là, comme quand on y pense. Donc, des fois, de prendre plus le temps d'interagir avec ces gens-là, ben, ça peut faire une réelle différence. Je pense que ça fait vraiment
le pont parce que justement, ce que je me demandais, c'est en tant que, tu sais, en tant que personne intervenante ou en tant que proche, là, justement, d'une personne plus âgée, etc., tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la participation citoyenne, de la participation sociale, en fait, des gens qui sont proches de nous? Ben, des fois, ça peut être simplement d'encourager les gens à le faire, donc de Mhm. questionner sur qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les activités, les aider à cibler les activités Ouais. sociales et de loisirs qui sont porteurs de sens. De les aider à identifier c'est quoi les barrières à ces activités-là, puis comment on peut les diminuer. Mhm. euh, de faire réaliser l'importance de ces activités-là. Donc, souvent, si on ne sait pas pourquoi ces activités-là sont importantes, ben, on va comme euh, peut-être dire, ah, ouais, ben, aujourd'hui, je suis plus fatiguée, j'irai pas. Mais souvent, ça nous apporte de l'énergie aussi d'interagir avec les gens qu'on aime, de faire des activités qu'on aime. Fait que ça aussi, c'est important de le reconnaître. Donc, d'aller vers des encouragements, à identifier jusqu'à ce que je vous disais tantôt, même les soutenir à créer cet objectif-là qui est mesurable, qui est Mhm. atteignable, qui est défini dans le temps. Donc, Ouais. des fois, c'est peut-être un peu complexe, abstrait à identifier. Fait que ça peut faire une grosse différence si on le sait, là, si on les aide à l'identifier d'avance. Des fois, ça peut être aussi de les inviter lorsqu'on participe socialement. Donc, les activités, de plus en plus, les municipalités, les communautés tentent de faire des activités euh, Intergénérationnel, souvent, ouais. oui, exactement, des activités sociales et de loisirs pour rejoindre toutes les générations, mais aussi toutes les gens d'une communauté, que ce soit les personnes aînées, mais aussi les jeunes familles, les Mhm. enfants, les adolescents. Donc, de plus en plus, les activités d'une municipalité sont réfléchies pour les événements aussi, sont réfléchis pour que tous y trouvent son compte finalement. Donc, ça peut être aussi très porteur là, de les inviter à certaines activités, voire même de réfléchir des fois à un habitat intergénérationnel. Puis là, c'est pas toujours facile quand on sait que certaines municipalités ont des règles qui sont maintenant de plus en plus souples, mais qui avaient des règles quand même assez restreinte là, sur l'habitat générationnel là, nommé comme tel. Donc, d'avoir comme dans une même maison deux loyers ou de favoriser une construction sur un même terrain de deux maisons pour favoriser l'intergénérationnel, bien, ça aussi, ça peut être une façon d'augmenter la participation sociale, de rapprocher les aînés des petits-enfants, par exemple, etc. Donc, et que ça soit bénéfique pour chacun là, Ouais, vraiment. d'avoir, de faire partie d'être moins isolé, de ressentir moins de solitude, mais aussi d'avoir des coups de main de part et d'autre, là. Oui, ben c'est ça, parce que de ce que j'en comprends, tu sais, tout ce qui est projet intergénérationnel, qu'on soit citoyen, citoyenne, prenne part auprès d'une municipalité, qu'on fasse partie d'une organisation quelconque, la collaboration entre jeunes et aînés, c'est vraiment quelque chose qui est solide puis qui est importante pour le bien-être de tout le monde, là, finalement. Exact. Puis j'aime le mot collaboration que tu emploies parce qu'il suffit pas de faire une activité qui met ensemble les deux générations Mhm. pour que qu'on puisse cocher la case check, on a fait une activité intergénérationnelle. Je pense que c'est important de voir ces activités-là comme vraiment une occasion pour favoriser un contact Mhm. signifiant de qualité, puis qui va inclure une diversité de personnes. Donc, qu'on favorise vraiment que ça soit un peu encadré, qu'il y ait une réflexion, puis qu'on transmette certaines informations nuancées et réalistes, par exemple, à propos du vieillissement, pour pas que ces activités intergénérationnelles-là augmentent les stéréotypes et les préjugés, Ouais. mais qu'elles les déconstruisent.
qu'elle ne génère pas d'anxiété par rapport au vieillissement, mais qu'elle rapproche réellement les générations, puis qui voit comme une valeur ajoutée. Puis souvent, une des stratégies, c'est d'y aller vers des activités justement porteuses de sens, encore une fois, donc qui vont rejoindre l'intérêt des deux générations, puis qui vont pouvoir s'apprendre mutuellement des choses. Par exemple, la photographie ou les arts, la lecture, donc tout ce qui est culture, art est souvent comme Mhm. Mis de une belle l'avant. façon là, de faire des activités intergénérationnelles. Vraiment. Puis on parlait, justement, j'aime ça parce qu'on parlait de tout ce qui est de l'image du vieillissement. Puis, c'est quoi, selon vous, les effets de la participation sociale sur justement cette image-là qu'on se fait du vieillissement? Bien, souvent, comme l'image qui est projetée dans les médias, malheureusement, puis l'image que globalement notre société se fait du vieillissement, c'est une image sédentaire en retrait Mm. de la société. D'ailleurs, si on regarde la signification du mot retraite, Ouais. c'est en retrait du travail. Donc, derrière ça, ça fait appel à une certaine passivité, sédentarité, un manque de contribution à la société, alors Ouais. que ce n'est pas le cas. Puis, je pense qu'il faut faire attention là, à l'âgisme, donc les stéréotypes, les préjugés, la discrimination en lien avec l'âge, qui peut se faire d'ailleurs aussi envers les jeunes, mais qui est très fréquente envers les aînés. Oui, vraiment. Puis, puis ça, cet agisme-là, cette façon de ne pas reconnaître la contribution des aînés à la société, ben, ça va teinter finalement ce qu'on la place qu'ils ont dans la société, voire même leur participation sociale. Donc, certains vont vouloir rester en retrait, vont se dire ah ben ça, c'est plus de mon âge. Je peux Ah plus ben faire ça, ça c'est si on l'entend, là. exactement. Puis des fois, juste avec on a une diminution, il arrive une certaine diminution des capacités, notamment visuelles. Puis vous Mm. voyez là, mes lunettes, mais aussi auditives, sensorielles, des capacités physiques, de l'endurance, de la force qui peut subvenir en vieillissant, quoique on peut travailler pour les entraîner, ces capacités-là, puis les maintenir. Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'avec une diminution de certaines de nos capacités, ben, on ne réalise plus les activités, notre contribution à la communauté, à la société, n'est plus tout à fait la même. Mhm. Puis pour certaines personnes, ça peut décourager de continuer de s'intégrer, de s'impliquer, de contribuer à la société. Fait que c'est d'autant plus dommage quand on va comme voir un peu notre rôle comme étant en retrait, puis que les médias vont contribuer à construire une image qui est majoritairement négative, où la parole est rarement donnée aux aînés notamment. Donc, tout ça, ça va nous rendre un peu aveugles de l'aspect qui est la belle période de vie qui est celle du troisième ou du quatrième âge, où Mhm. là, on a une plus grande liberté, souvent parce qu'on a moins de contraintes et de responsabilités, notamment en lien avec le travail. Puis, on peut contribuer d'autant plus à la vitalité économique, à l'entraide, à la vitalité communautaire. On peut s'engager sur le plan politique, travailler au niveau, contribuer à la culture, à l'identité collective. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on ne reconnaît pas tant que plusieurs aînés travaillent et ont Ben une oui. expérience de vie inestimable, Mhm. que ces personnes aînées-là ont été des activistes, des agents de changement, hein. Là, la génération qui arrive à la retraite, c'est les baby boomers. Ces gens-là ont vécu des changements, ont été au premier plan de changements sociétaux incroyables, donc ils ont contribué, milité à l'avancement des droits. Ils aident les autres personnes, que ce soit au niveau du bénévolat formel, informel, sont des Mhm. sages qui sont consultés, participent aux décisions, etc. Donc, il y a plusieurs façons de reconnaître l'engagement des aînés. Puis, je lisais même une étude qui dit que il est estimé que les aînés donnent au cours de leur vie
environ 50% plus de ce qu'ils vont recevoir. Puis que ça, c'est un phénomène, malheureusement, qui est souvent ignoré par les médias, par les politiciens, mais par la société générale. Fait que quand on remet ça en perspective, ben, on voit que ben, il y a une contribution là, importante des aînés. Oui, quand même, là, c'est assez impressionnant, là, 50 là, c'est pas rien, honnêtement. Mon Dieu, c'est tellement des belles paroles. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Mais pour finir, j'ai le goût d'y aller sur une note positive, comme quoi, ben justement, nos aînés, on peut leur faire de la place, puis il y a de la place dans nos milieux, dans nos institutions, par exemple, dans nos municipalités, dans nos organisations. Comme, ce serait quoi les conseils que vous donneriez aux municipalités, aux organisations qui veulent davantage créer de l'espace là, pour la participation des aînés? Puis c'est quoi les conditions qu'il faut mettre en place pour que ce soit plus inclusif puis que ce soit accessible au plus de gens possible? Ben, c'est une bonne question. Puis d'ailleurs, on travaille actuellement avec la ville de Sherbrooke à créer un guide des bonnes pratiques pour favoriser la Excellent. participation sociale, pas seulement des aînés, mais de tous, dans un contexte où souvent on pense à l'accessibilité physique, donc aux barrières, aux seuils de porte ou aux escaliers, etc comme étant une des composantes importantes lorsqu'on organise une activité sociale et de loisirs. Mais il faut penser à l'accessibilité aussi sociale. Donc, comment les gens sont accueillis? Est-ce que les gens sont accompagnés et se sentent bienvenus dans l'activité? Est-ce qu'on les aide à faire des liens avec les personnes qui sont peut-être qui participent plus fréquemment à cette activité-là? Actuellement, il y a une foule d'activités sociales et de loisirs qui existent déjà dans les municipalités, dans les organismes, mais souvent sont méconnus. Donc, est-ce qu'on diffuse l'information par rapport à ces activités-là? Est-ce qu'on invite adéquatement les gens? Est-ce qu'on facilite le transport des gens pour participer à ces activités-là? Puis, est-ce qu'on s'est questionné quant à ces activités-là, si elles rejoignent adéquatement les intérêts mais Ouais. aussi selon les capacités des gens, est-ce qu'elles sont trop difficiles? Est-ce qu'elles sont gratuites pour rejoindre les gens à faible revenu? Est-ce qu'elles sont données à un horaire dans la journée où ça nous permet de rejoindre plusieurs personnes? Puis souvent, il ne faut pas sous-estimer aussi le libellé de l'activité. Donc, si on appelle une activité pour les 50 ans et plus, pour les 60 ans et plus, pour les 75 ans et plus, ben là, on se coupe tout l'aspect intergénérationnel dont on discutait tantôt. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de penser les activités. Bon, des fois, c'est nécessaire de mettre un certain niveau de difficulté, par exemple, yoga avancé ou yoga Ouais. débutant. Mais pourquoi y accoler forcément un âge? Donc, pourquoi pas faire de cette activité-là une opportunité intergénérationnelle? Puis faire en sorte on y transmet une vision positive du vieillissement parce que il y a une autre aussi donnée qui m'impressionne beaucoup, c'est que les aînés qui ont une perception positive du vieillissement vont vivre en moyenne 7,5 années de plus que les autres aînés qui ont une perception plus négative du vieillissement. Quand Fait que quand même. on sait ça, ben, je pense qu'il faut favoriser cette perception positive du vieillissement. Absolument, absolument. Ben écoutez, moi, ça me donne tout plein d'idées. Honnêtement, j'apprécie énormément. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Ça serait vraiment pertinent. Je pense qu'on pourrait même en faire un deuxième épisode, puis on pourrait aller creuser un petit peu plus loin. Mais pour le moment, merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous. C'était vraiment super intéressant.